Instant Canopé, regard sur l'école. Marie-Caroline Missire, directrice générale de Réseau Canopé, reçoit à la librairie Canopé Alain Boissineau. Alain Boissineau est avec nous. Et alors, je vais quand même vous présenter, même si vous êtes très connu dans le système éducatif. Alain Boissineau est d'abord un enseignant de lettres classiques dans le secondaire. Vous avez exercé en classe préparatoire à l'université également. Vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale et vous avez une carrière multiforme. Vous avez occupé énormément de fonctions dans le système éducatif, ce qui vous donne ces regards qui s'expriment dans cet ouvrage et la qualité de regard aussi qu'on peut y lire. Vous avez été, alors je vais dire dans le désordre si vous me le permettez, mais vous avez été recteur de Versailles. C'est à cette occasion, à cette époque-là qu'on s'est connus d'ailleurs, dans une précédente fonction de journaliste, recteur de Versailles pendant près de 10 ans, ce qui est très rare dans le système éducatif. Vous avez été également recteur de Bordeaux. Vous avez été directeur des lycées, directeur de l'enseignement scolaire, et vous avez également exercé en cabinet en tant que directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry. Vous avez été également plus récemment président du Conseil supérieur des programmes. Vous êtes très engagé au sein de l'AFAE, hein, et puis vous êtes aussi prolixe en ouvrages, en tribune. Et donc on a beaucoup de chance d'avoir pu vous publier cette année à Réseau Canopé. Pour ma part, je dois dire que cet ouvrage constitue un vrai régal, c'est-à-dire que c'est un ouvrage qu'on peut lire avec énormément de plaisir et d'appétit. Il est très chapitré, comme un dictionnaire amoureux de l'école, et je crois que c'est cette voix-là qu'on entend quand on connaît Alain Boissineau. On entend à la fois ce regard distancé sur le système éducatif, avec la variété des fonctions que vous y avez occupées, beaucoup d'affection aussi pour le système et ses acteurs, et puis toujours ce recul, cette distance parfois amusée, très réflexive par rapport aux enjeux du système éducatif qui sont ici résumés dans cet ouvrage sous forme d'entrées diverses. Alors on commence par les académies, on a le corps enseignant, on a le latin, et on voyage ainsi dans le système éducatif, dans ces grandes figures aussi, avec un chapitre dédié à Jules Ferry, bien sûr, un chapitre dédié à Émile Durkheim sur des auteurs et des figures incontournables, intellectuelles, pour la pensée de l'école. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite vraiment à le lire, parce que ça se lit comme un voyage, et surtout ça nous permet de penser le système éducatif avec calme, avec sérénité, avec recul, dans une époque et sur un sujet qui parfois donne lieu à polémiques extrêmement vives sur les réseaux sociaux ou autres, et je crois que ça fait beaucoup de bien de tenir entre ses mains un ouvrage qui est aussi en version numérique, je le précise, qui permet ce recul-là. Donc Alain Boissineau, que je qualifierais pour ma part de grand serviteur de l'État, nous fait la chance d'échanger avec nous. Alors, je vais lancer cet échange, et vraiment, je vous invite à poser vos questions dans le cours de cette conversation qu'on a voulu très informelle, je crois. C'est un peu l'esprit de la librairie, et c'est comme ça qu'on l'a imaginé. Moi, ce qui m'a frappé, c'est peut-être une entrée qui manque. Alors, il manque le foot, hein, mais donc ça, voilà. Mais je me dis, en vous lisant, la circularité des débats sur le système éducatif est vraiment frappante. Ces différentes entrées qui sont proposées proposent de les parcourir, comme je disais à l'instant. Mais comment expliquer finalement que ces questions que vous avez bien rassemblées dans cet ouvrage reviennent de manière très circulaire dans l'histoire de l'école, qu'on retrouve des dispositifs qui ont déjà été testés, et qui a cette récurrence dont parfois on a le sentiment qu'on n'arrive pas à sortir, et qui donne parfois le sentiment aux acteurs d'un recommencement éternel. Merci Madame la Directrice Générale et chère Marie-Caroline. Merci d'abord pour cette présentation trop amicale, mais ça me fait plaisir. Merci. J'étais très heureux en fait de publier ce livre chez Canopé. J'avais envie pour cette publication de rester d'une certaine manière au sein du système éducatif. Et donc je suis très heureux que ça ait pu se faire avec nos amis de l'Institut des hautes études également et de la formation. Bon, vous avez soulevé dans votre présentation énormément de pistes et d'éléments de réflexion. J'ai envie de repartir de ce que vous évoquiez à la fin, c'est-à-dire
comment expliquer qu'on ait ce sentiment qu'on retombe toujours sur les mêmes problèmes. C'est effectivement un peu dans cette perspective-là que j'ai essayé de proposer quelques éléments d'analyse. Si vous voulez, au départ, il y a cette conviction que je crois nous sommes assez nombreux à partager au sein du monde de l'école, que la période actuelle est une période, on le dit souvent, où le temps s'accélère, où des évolutions se produisent rapidement, où des réformes se multiplient, où les politiques éducatives prétendent se renouveler en permanence. À chaque alternance politique, de nouveaux mots d'ordre apparaissent, de nouveaux dispositifs se mettent en place, et très souvent, les enseignants, les cadres du système éducatif, sur le terrain, ont le sentiment, que je comprends tout à fait et que je l'avoue, j'ai souvent partagé, qu'on a un peu le tournis dans cette accélération des choses, que ça devient difficile de se retrouver dans ce sentiment d'instabilité et de renouvellement permanent. D'autant que ce renouvellement permanent, on a souvent le soupçon qu'il est plus au niveau de l'apparence qu'au niveau de la réalité. Il est souvent plus dans les mots que dans les dispositifs eux-mêmes. Il y a un exemple que j'aime bien prendre, ce qui me paraît assez parlant, quand on songe aux politiques éducatives menées au niveau du collège. Je crois qu'on pourrait assez vite trouver un point d'accord autour de l'idée que, à côté des différentes disciplines enseignées au collège, il est souhaitable d'avoir des moments un peu de liberté, des moments de rencontre interdisciplinaires, des moments où on peut avoir avec les élèves une approche un peu plus transversale. Bon, ça, c'est un sentiment, une perspective autour de laquelle on travaillait déjà dans les années 90. Et lorsque, au milieu des années 90, à l'époque, j'étais directeur de ce qu'on appelait la direction des lycées et collèges, lorsque on a dû travailler sur le collège, on avait imaginé, dans le cycle central du collège, de mettre en place une petite part de l'horaire consacrée à ce qu'on appelait à l'époque des parcours diversifiés, qui se voulaient être des moments de liberté pour les enseignants, pour mener, s'ils le souhaitaient, des travaux plus interdisciplinaires en commun. Bon, ça, c'était en 1995-1996. Un petit peu de temps après, arrive une alternance politique, un nouveau, ou plutôt une nouvelle ministre de l'enseignement scolaire. Alors, ça n'est pas qu'elle trouve l'idée mauvaise, mais c'est qu'elle veut y mettre sa main, sa marque, comme le font souvent les ministres. Et donc, le dispositif est débaptisé, et on ne parle plus de parcours diversifiés, on se met à parler de travaux croisés. Et on commence à expliquer aux chefs d'établissement, aux enseignants, qu'il ne faut pas faire ce qu'on faisait avant, que c'est une nouvelle politique qui se met en place. C'est plus des parcours diversifiés, c'est des travaux croisés. En fait, c'était exactement la même chose. Il aurait peut-être été plus simple de garder le même terme, de reconnaître que c'était la même chose et d'afficher un objectif de continuité dans l'effort et dans la démarche. Mais ça, c'est un raisonnement assez étranger, hélas, au monde politique. Et alors, l'histoire ne s'arrête pas là. Hein, je raccourcis un peu le processus, mais après les parcours diversifiés, après les travaux croisés, on a eu les itinéraires de découverte, on a eu les thèmes de convergence, on a eu les enseignements pratiques interdisciplinaires, plus récemment. À chaque fois, c'est au fond exactement la même chose. Simplement, notre système est tellement installé dans un temps court, et les ministres sont tellement... C'est pas que les ministres soient remplis de mauvaises intentions, mais c'est qu'ils sont tellement soumis à une pression médiatique qui les contraint à afficher des mesures nouvelles. Ils sont sommés en permanence de dire qu'ils agissent, qu'ils sont efficaces. Donc ils cherchent des choses à annoncer. Et ça se traduit par ces changements permanents mais apparents de cap, au lieu d'afficher une continuité dans la démarche et dans les logiques de travail, ce qui serait infiniment plus rassurant, plus sécurisant pour les enseignants et pour tous ceux qui œuvrent au sein de l'éducation nationale. Et donc, ma conviction, et j'ai essayé de travailler comme cela quand j'étais en responsabilité, par exemple, d'une académie, c'est que il faut absolument expliquer aux acteurs qu'on travaille dans la durée. Et qu'il ne faut pas trop vite s'inquiéter des petites fluctuations de l'actualité,
que ce qui compte, c'est de comprendre le sens des évolutions dans la longue durée, parce que c'est ça qui permet d'organiser son travail, de se donner des perspectives et de comprendre à quoi sert ce qu'on fait, hein, tout simplement. Donc il faut se repositionner dans un temps relativement long. On ne comprend rien au débat actuel sur le collège, sur l'apprentissage et sur toutes sortes d'autres sujets, sur la laïcité par exemple, etc., si on ne prend pas en compte non seulement plusieurs décennies, mais souvent plusieurs siècles d'histoire. Si vous voulez, on pourra en prendre quelques exemples, mais je crois que cette profondeur de champ est absolument indispensable. J'aime bien dire qu'au fond, vous savez, c'est comme quand on est dans un musée et qu'on regarde un tableau impressionniste, si on a le nez collé sur le tableau, on ne voit rien. On voit des touches de couleurs qui s'agitent dans tous les sens, mais rien n'est vraiment discernable. Et il faut faire plusieurs pas en arrière pour que le motif apparaisse. Ben, je crois très profondément qu'en matière de politiques éducatives, c'est comme ça que cela se passe. Alors, évidemment, cette logique-là a un effet induit, qui est celui que vous évoquiez, Marie-Caroline, c'est-à-dire, si on prend ce recul dans le temps, du coup, on a tendance à basculer du côté inverse, c'est-à-dire à se dire, bah, au fond, rien de nouveau sous le soleil. Au fond, les débats que nous avons en 2021 ne sont pas fondamentalement différents de ceux qu'on avait il y a 50 ans, 100 ans, 200 ans, etc. Ça n'est pas vrai non plus. C'est-à-dire qu'il y a bien, malgré tout, des évolutions, il y a bien des changements de perspective, il y a bien des transformations. Et il faut les identifier pour agir de façon pertinente sur le système éducatif. Simplement, ces évolutions, elles se situent dans un temps relativement long. Souvent, ce sont des décennies, avec parfois des phases d'accélération. Ce sont des mouvements en profondeur qui oblige l'éducation nationale à modifier ses stratégies, à modifier son positionnement, et ce sont ces mouvements en profondeur qu'il faut essayer d'identifier, beaucoup plus que de s'attacher à suivre tel ou tel mode politique du moment. Alors, par exemple, là aussi, prenons très rapidement un exemple. Il y a évidemment une évolution majeure qui se suit dans la deuxième partie du XXe siècle, qui est le mouvement extraordinaire de massification du système éducatif. Dans les années 60, un gigantesque mouvement d'allongement des études au niveau de ce qu'on appelle, dans le langage international, le secondaire inférieur, c'est-à-dire le niveau de nos collèges. Le primaire cesse pour beaucoup d'enfants d'être ce qu'il était jusque-là, c'est-à-dire un temps de fin d'études. Rappelez-vous les classes de fin d'études autrefois. Et une génération entière se met à continuer ses études jusqu'à la fin du collège, ce qui donne lieu, dans les débuts de la Ve République, à la création de ce qu'on appelle le collège unique, qui regroupe les différentes formes d'enseignement qui jusque-là coexistaient au niveau du collège. Ça, ce sont les années 60. Et puis, dans les années 80, deuxième grande vague de massification du système éducatif au niveau suivant, c'est logique, et cette fois, c'est au niveau des lycées que ce phénomène extraordinaire, à la fois de démocratisation et de massification démographique se met en place, et ça induit évidemment des changements considérables. Ça n'est pas du tout la même chose de mener au niveau du bac une petite minorité d'une génération, ou d'y conduire, comme c'est le cas maintenant, la quasi-totalité d'une génération. Et puis le mouvement ne s'arrête pas là, on arrive au tournant des années 2000, et c'est cette fois vers l'enseignement supérieur que la vague se déplace, c'est ce qu'on est en train de connaître actuellement. Là aussi, explosion du nombre d'étudiants dans l'enseignement supérieur. En 1980, on tournait autour du million, en 2000, on franchit la barre des 2 millions, et actuellement, on est vers 3 millions d'étudiants. Donc là encore, un mouvement considérable qui, évidemment, génère toutes sortes d'effets en cascade sur lesquels on pourra revenir si vous le souhaitez. Simplement, voilà, si on veut comprendre ce qui se passe, si on veut comprendre les enjeux qu'il y a derrière le statut de l'école primaire, faut-il ou pas des directeurs d'école, par exemple, etc. Si on veut comprendre les enjeux en matière d'orientation au sortir du collège, si on veut comprendre tout le débat sur la réforme des lycées, le baccalauréat, Parcoursup, etc., il faut ouvrir le champ d'observation et prendre en compte 40 ans, 50 ans d'histoire du système éducatif. Et là, les choses deviennent, me semble-t-il,
compréhensible. Alors après, chacun a le droit, évidemment, de conduire son analyse, de pencher pour tel ou tel type de réponse à cette situation, mais au moins, on peut se mettre d'accord sur le diagnostic et sur les termes du problème. Alors, il y a quelque chose qui rend l'exercice des politiques éducatives un peu difficile. Je tire mon fil politique qu'on a commencé à travailler ensemble, c'est que les clivages, et ça vous le dites bien dans l'ouvrage, les clivages politiques ne recoupent pas les clivages idéologiques qui sont à l'intérieur de l'école. On le voit sur la question de la laïcité, par exemple, c'est un exemple. On peut le voir sur la question des champs disciplinaires. On peut le voir sur la question de la profession enseignante. Et donc, ça rend peut-être l'exercice du pouvoir en la matière encore plus difficile. Et autre question que je vous pose là, si on va jusqu'au bout de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut avoir ce recul, cette connaissance, est-ce que ça plaide pour autant pour un exercice expert, ou en tout cas ces profils d'experts, de ministres, au détriment du politique? Est-ce que c'est possible d'être un politique et d'être ministre de l'Éducation nationale finalement? Bon, belle question, Madame la Directrice Générale. Je vais essayer de répondre sur langue de bois, si vous m'y autorisez. Je crois en effet beaucoup à ce constat que vous avez évoqué, qui consiste à dire qu'on ne peut plus penser les débats sur l'école au prisme des catégories politiques traditionnelles. D'ailleurs, il n'y a pas que autour de l'école que beaucoup s'interrogent sur la question de savoir si le fait d'être étiqueté de gauche, de droite, etc., peut s'interpréter comme entraînant des prises de parti cohérentes et clairement interprétables sur tel ou tel sujet. Souvent, on a l'impression que c'est quand même plus compliqué que cela. Là aussi, d'ailleurs, avec un peu de recul, on se rend compte que le risque est grand, souvent, si on part d'analyses politiques trop liées à l'actualité, de se tromper. J'appartiens à une génération qui a commencé à enseigner autour des années 70, c'est-à-dire au moment où la Ve République mettait en place la politique du collège unique. Ce qui veut dire que jeune enseignant, avec toute la naïveté, mais en même temps l'ignorance, il faut bien le dire, de beaucoup de jeunes enseignants, j'ai dû, à ma grande honte, défiler pour protester contre la réforme Haby, par exemple. Et à l'époque, dans les salles des professeurs, tout le monde était sincèrement persuadé que la réforme Haby, c'était l'horreur absolue, c'était une politique conduite par le grand capital pour abêtir la population française, que c'était la mort de l'école, le démantèlement du système éducatif, que sais-je encore. Bon. Et on le croyait sincèrement. Et c'était le discours syndical. C'était un discours très très largement répandu. Quand on ouvre le champ et qu'on regarde 20 ans, 30 ans après, on se rend compte qu'en fait, la construction du collège unique et les grandes réformes éducatives de la Ve République, à cette époque-là, ça n'est rien d'autre que l'accompagnement d'un mouvement démographique de fond par une politique qui est dans la continuité très exacte de ce qu'avait tenté au moment de l'immédiate avant-guerre sous le Front populaire Jean Zay, et de ce que préconisait ensuite, à la Libération, le rapport Langevin-Wallon. C'est-à-dire construire une école qui réunisse dans un même type d'établissement, après l'enseignement primaire, la totalité d'une génération. Autrement dit, le malheureux René Haby, qu'on a conspué à l'époque, ça peut rassurer beaucoup de ministres, de voir que quand les années passent, on reconsidère un peu leur héritage. Mais le malheureux René Haby, en fait, est-ce qu'il était de droite? Oui, sans doute, puisqu'il appartenait à un gouvernement étiqueté de droite. Mais est-ce que sa politique était à proprement parler de droite? Et est-ce qu'en fait, elle était si différente que ça d'une politique d'inspiration de gauche, comme celle qu'avait portée Jean Zay, ou comme celle qu'exprimait le rapport Langevin-Wallon? Franchement, avec le recul du temps, je ne crois pas. À preuve d'ailleurs, si vous suivez les débats d'actualité, l'embarras de certains partis dits de droite qui volontiers critiquent le collège unique et à qui on peut rappeler que malgré tout c'est un des leurs qui a mis en place ce collège unique il y a maintenant bientôt une cinquantaine d'années. Donc
Quand on regarde les choses, on se rend compte que ça n'est pas si simple et que les clivages traditionnels droite-gauche ne correspondent pas forcément à une lecture aisée des différents choix en matière de politique éducative. J'ajoute à ça, l'observation de ce qui s'est passé tout au long du XXe siècle est très claire à ce sujet, qu'il y a en fait un clivage, à mon avis, beaucoup plus important, qui est un clivage entre conservateurs et réformateurs, disons, pour aller vite. Et que, alors j'essaie de dire les choses objectivement et sans polémique, mais il y a des conservateurs étiquetés à droite comme étiquetés à gauche. Jean Zay, par exemple, à l'époque, avec ses réformes que maintenant on salue à juste titre de mon point de vue, a fait l'objet, au sein même des différentes composantes politiques du gouvernement de Front Populaire, d'attaques extrêmement violentes venant de gens qui étaient politiquement étiquetés à gauche. Il y a donc, et dans l'histoire récente, on pourrait trouver d'autres exemples de ministres appartenant au Parti socialiste, à un gouvernement de gauche, etc., mais qui avaient sur l'école un discours de type conservateur. Disons Jean-Pierre Chevènement pour aller vite, par exemple. Et à contrario, vous avez dans la famille politique de droite des ministres ou des courants de pensée qui sont extrêmement conservateurs, pour qui l'école, du fait de la démocratisation, de la massification, etc., est en train de renier toutes les grandes valeurs auxquelles ils disent croire. Et puis vous avez à côté de cela, des réformateurs et des gens qui sont parfaitement conscients du fait que l'école, dans un environnement qui a évolué, dans une société mondialisée, etc., doit évoluer aussi pour être à la hauteur des enjeux qui se présentent à elle. Donc tout ça est extrêmement compliqué. De mon point de vue, il faut se garder de jugements manichéens a priori, et je crois en effet que les clés de lecture politique traditionnelles sont souvent assez inopérantes, mais après tout, les politiques éducatives ne sont peut-être pas le seul domaine où les outils d'analyse de la politique classique fonctionnent mal. Et c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles le débat politique est compliqué dans notre pays et où les citoyens ont souvent du mal à identifier des grilles de lecture qui seraient suffisamment explicatives pour rendre compte de tous les enjeux et pour inspirer des engagements univoques d'un côté ou de l'autre. Voilà, je crois que c'est en fait plus compliqué. Alors, vous avez parlé d'une grande tendance ou d'une grande rupture avec la massification qui est développée dans votre ouvrage. Est-ce qu'on peut revenir sur d'autres ruptures? Je pense à la décentralisation, mais il y en a d'autres également, plus profondes. Et peut-être est-on en train d'en vivre une avec le numérique? Tout à fait. Alors, en effet, et là encore, c'est une manière malgré tout de répondre à votre question initiale. Encore une fois, on peut avoir l'impression que, au fil du temps, on retrouve les mêmes problèmes, etc. Et encore une fois, je plaide pour qu'on lise les choses dans le temps long. Mais malgré tout, il y a des évolutions. Malgré tout, il y a des changements de contexte. Et quelquefois, ça finit par entraîner des formes de rupture. Alors, la question de la décentralisation est une question tout à fait essentielle. Et je crois que de ce point de vue-là, nous sommes à une période assez charnière où se cherche une nouvelle logique quant au niveau de référence en matière de politique éducative. Je suis frappé d'ailleurs, puisqu'on parle librement, par le fait que dans la campagne qui vient de se tenir pour les élections régionales, en fait, il a été assez peu question de ça. Et alors que la politique en matière d'enseignement, lycée en tout cas, est évidemment un aspect essentiel dans les responsabilités des régions, elles ont, me semble-t-il, été assez timides sur ce sujet. Bon, elles disent ce qu'on dit toujours dans ces cas-là, c'est-à-dire que il faut entretenir le mieux possible les lycées, en créer de nouveaux qui soient les mieux équipés possibles, développer le numérique, etc. Mais sur le rôle en profondeur en matière de politique éducative, elles ont été extrêmement discrètes. Or, il y a là un enjeu, je crois, fondamental. Pour dire les choses, justement, par rapport à une problématique de long terme. On est dans un pays où la politique éducative, depuis Napoléon, parce que c'est là, d'une certaine manière, que la politique éducative moderne prend naissance, est conçue comme un outil privilégié du pouvoir national. Et dans une logique très jacobine.
Chez Napoléon, c'était très clair. Quand, dans les grandes lois du début du XIXe siècle, il organise ce qu'il appelle à l'époque l'université impériale, qui devient ensuite l'instruction publique puis l'éducation nationale, il l'organise sur le modèle des grands ordres religieux et comme une structure très hiérarchisée. On met un grand maître de l'instruction publique à la tête, c'est l'actuel ministre. Ensuite, il y a des recteurs qui gouvernent leur territoire, leur région. Il y a des inspecteurs généraux pour vérifier qu'on fait tout ça comme l'empereur le souhaite. Et on est dans un système extrêmement hiérarchisé et contrôlé par le pouvoir central. Et il s'agit de constituer l'État, de conforter l'État dans une logique extrêmement jacobine. Et on a vécu pendant quasiment 2 siècles sur ce modèle-là. Et encore aujourd'hui, dans notre imaginaire collectif, on a beaucoup de mal à envisager une responsabilité autre que celle de l'État en matière de politique éducative. Or, en 2021, et c'est vrai depuis quelques années, cette hégémonie de l'État est contestée de fait de 2 façons. Elle est contestée au niveau supranational par la montée en puissance des enjeux mondialisés. Voyez l'importance que revêtent les comparaisons internationales. PISA est la plus célèbre, mais les grands organismes internationaux passent leur temps à comparer ce qui se passe dans les différents pays, à essayer de repérer les politiques éducatives les plus efficaces, et ça produit des effets. Là encore, dans, par exemple, la manière dont les politiques analysent la situation, les comparaisons internationales pèsent très lourd. Il y a un exemple qui m'a toujours paru extrêmement frappant. Quand j'ai commencé à exercer des responsabilités au ministère, à l'époque, on considérait encore que pour l'essentiel, la politique éducative était un enjeu national, au nom du principe de subsidiarité, et qu'elle n'était pas concernée ni par la construction européenne, ni par les organismes internationaux. Et puis, ça a basculé en quelques années, où le poids des comparaisons internationales est devenu de plus en plus important, et ça a entraîné des revirements politiques tout à fait étonnants. Par exemple, sur 2 sujets qui me paraissent exemplaires. Il y a encore 20 ans ou 30 ans, pour les décideurs du système éducatif français, le redoublement était quelque chose d'extrêmement important, vécu, perçu positivement comme une marque d'exigence quant au niveau des élèves. Et puis, au fur et à mesure qu'on faisait des comparaisons internationales, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'un peu curieux, c'est que les pays qui avaient les meilleurs résultats en matière de politique éducative, c'était aussi ceux qui faisaient le moins redoubler. Donc ça commençait à paraître un peu étrange. En plus, on entrait dans une période de difficulté économique, et il y a en France un certain nombre d'inspecteurs des finances qui savent compter, et qui se sont rendus compte que, malgré tout, faire redoubler les élèves, y aboutir au fait que chaque gamin passe au sein du système éducatif au moins une année de plus que le parcours théorique compte tenu des redoublements, ça coûtait cher. Et par conséquent, aux yeux des politiques soucieux d'efficacité économique, le doute a commencé à se développer au sujet du redoublement. Et maintenant, on n'a plus du tout les discours favorables au redoublement qu'on avait il y a encore quelques années. C'est troublant, des choses de ce type. Autre exemple, je rappelais tout à l'heure la naissance compliquée du collège unique en France et le fait que pour un certain nombre de gens, et notamment dans la fraction politique située plutôt à droite, le collège unique c'était une massification excessive, on mélangeait les torchons et les serviettes, on sacrifiait le niveau des bons élèves, les ambitions culturelles de la nation, etc. Puis là aussi, comparaison internationale aidant, on s'est rendu compte que les pays qui obtenaient les meilleurs résultats, c'était les pays d'Europe du Nord, qui tous avaient construit un schéma de type école fondamentale, c'est-à-dire une continuité entre l'école primaire et un collège pour tous, puis ensuite le secondaire, l'enseignement supérieur. On est là aussi problème. Face aux comparaisons internationales, les schémas traditionnels idéologiques français commençaient à apparaître singulièrement fragiles.
Et tout ça impacte de plus en plus fortement la réflexion sur le système éducatif. Et je pourrais prendre aussi des exemples sur l'enseignement supérieur, où ça a joué un rôle essentiel depuis quelques années. Donc il y a un niveau supranational qui pèse de plus en plus lourd sur les politiques éducatives. Et puis il y a de l'autre côté un niveau infranational. Alors, on connaît notre histoire récente, hein, les grandes lois de décentralisation au début des années 80, mais qui étaient encore, sur le plan éducatif, relativement timides, puisqu'elles consistaient en gros à donner aux régions la responsabilité de l'intendance, mais à conserver soigneusement au sein de l'État la responsabilité de toutes les fonctions régaliennes de définition des enseignements, de gestion de l'offre de formation, de gestion des enseignants, etc. Et puis, au fur et à mesure que les années ont passé, on a vu les collectivités occuper de plus en plus un terrain qui était précédemment celui de l'État, mais sur lequel l'État, confronté à la massification, n'arrivait plus tout seul à faire face. Et donc, les régions sont intervenues de plus en plus fortement autour de l'offre de formation, autour des équipements des établissements scolaires, qui ne sont plus seulement une question d'intendance, puisque le numérique, on y reviendra, c'est pas simplement un outil, c'est aussi une autre conception de la pédagogie. Les choses sont indissolublement liées. On a vu toutes les transformations au niveau des communes et la montée en puissance de l'intercommunalité poser le problème du statut des écoles primaires. Donc il y a toutes sortes de questions qui ont commencé à se poser et qui, au fil des lois successives, ont conduit à donner de plus en plus de responsabilités aux collectivités territoriales. Leur rôle en matière de politique d'orientation, leur rôle en matière de définition de l'offre de formation, tout cela en fait maintenant de plus en plus des acteurs majeurs en termes de politique éducative. Et donc, je pourrais prendre un autre exemple d'actualité qui est la gestion de la pandémie. On a vu combien l'État tout seul était en difficulté et avait absolument besoin de l'appui des collectivités locales et territoriales. Autrement dit, vous voyez, un domaine qui était à l'origine, par définition même, un point fort de la politique jacobine centralisée de l'État, est devenu, du fait des évolutions récentes, par la force des choses, mais on a du mal à en tirer toutes les conséquences, un domaine de compétences partagées avec des échelons supranationaux et d'autre part avec des échelons infranationaux. Et je crois que dans les décennies qui viennent, il va y avoir là un enjeu majeur, c'est penser le juste positionnement du système éducatif, à la fois au niveau d'un monde de plus en plus globalisé, et d'autre part, au niveau de relais territoriaux qui vont, mais les deux choses sont complémentaires, prendre de plus en plus d'importance. Alors, je vais prendre aussi un détour par l'actualité avec le baccalauréat, qui est un bon exemple, qui fait l'objet d'une entrée dans votre ouvrage. Je vais citer ce que nous dit Émile Boutmy, qui a donné son nom à un amphithéâtre d'un célèbre institut qui n'est pas très loin d'ici, Sciences Po Paris, pour ne pas les citer. Tout à fait. Fondateur et membre de l'Institut. Il explique, je vous cite, de façon prémonitoire qu'il faut cesser de considérer le baccalauréat comme un aboutissement exhaustif, alors qu'il n'est qu'un point de départ, une première étape sur une route qui se prolonge au-delà de la période scolaire. Quel est, en dernière analyse, le meilleur fruit? Quelle doit être la plus haute ambition et la plus haute prétention de l'enseignement secondaire? Ce n'est pas de remplir, de meubler, d'orner la mémoire d'un très grand nombre de notions variées, la plupart destinées, nous le savons bien, à s'effacer au bout d'un temps très court. C'est de former, d'assouplir, d'aiguiser l'intelligence, de lui laisser, en finissant, une direction et une vitesse acquises. On en est, je crois, encore dans ce type de réflexion et de mise en perspective. Donc c'est un bon exemple de la façon dont vous abordez la question. Ça fait le prolongement avec notre discussion sur la massification. Ce discours qui consiste à dire le baccalauréat n'a plus de valeur, le niveau baisse, le baccalauréat est donné à tout le monde. Comment vous l'analysez et quelle analyse justement faites-vous de la réforme qui est actuellement mise en œuvre, puisqu'on est précisément dans le calendrier du baccalauréat? Alors c'est un sujet extrêmement délicat.
je ne vais pas forcément me faire que des amis en intervenant sur ce sujet. Il est extrêmement sensible parce qu'il y a une énorme charge symbolique autour du baccalauréat. Et puis, pour beaucoup d'enseignants, pour qui j'ai la plus grande sympathie, le baccalauréat est quelque part très profondément lié à l'exercice quotidien de leur métier, à la représentation qui se font de leurs fonctions, etc. Et donc, sembler remettre en cause le rôle, le statut du baccalauréat, c'est très traumatisant pour beaucoup. En plus, le baccalauréat a partie liée avec cette représentation centralisée jacobine que j'évoquais tout à l'heure. Le baccalauréat, c'est d'ailleurs aussi une création de Napoléon, en même temps que les académiques, l'université impériale, etc. Et donc ça, c'est très français aussi, cette idée que le baccalauréat est quelque part le gage de l'unité et de l'uniformité nationale. Vous voyez, quand on parle de mettre davantage de contrôle continu dans la définition du baccalauréat, l'argument qui sort très souvent, c'est de dire « Ah oui, mais à ce moment-là, ce ne sera pas la même chose partout. » Donc, cette idée très française que ça doit être la même chose partout, sinon c'est pas juste. Donc, on touche là vraiment à des choses qui sont très profondément ancrées. Or, la réalité, il faut quand même voir les choses en face. Vous l'avez rappelé rapidement, mais ce qui est frappant, c'est de voir que certains le disaient déjà, le percevaient déjà il y a quelques dizaines d'années, c'est que le baccalauréat ne peut plus, de fait, avoir le rôle qu'il a eu à une certaine époque quand il ne récompensait que quelques milliers d'élèves au sein d'une génération. Et quand on se retrouve avec largement maintenant plus de 80% d'une classe d'âge qui a le baccalauréat et des taux de succès de 90%, voire plus, le baccalauréat, ça n'est plus la même chose, même si on a gardé le même mot, et il faut l'apprécier fondamentalement par rapport à cette logique de massification du système que j'évoquais tout à l'heure. Toutes choses égales d'ailleurs, il s'est passé la même chose pour l'enseignement primaire. Lorsque l'enseignement primaire a cessé d'être pour une majorité d'une génération, puis pour une génération complète, une fin d'études, ça a changé complètement son positionnement, ça a changé ses programmes d'ailleurs, puisque on n'était plus dans une logique où il fallait grosso modo avoir un peu tout survolé avant de sortir du primaire. Et ça a amené à repositionner le primaire comme une propédeutique au collège, comme, j'aimerais mieux dire maintenant, la première étape dans la construction du socle commun. Donc là, c'est la massification qui impose ses effets. Eh bien, c'est pareil pour le baccalauréat. Le baccalauréat, de fait, ne constitue plus le couronnement du secondaire. Il n'est qu'une espèce de diplôme de fin d'études secondaires, que certificat de fin d'études secondaires, et un temps de passage avant une poursuite d'études qui concerne maintenant la quasi-totalité, là aussi, des élèves de terminale. La totalité pour les bacs généraux, 80% pour les bacs technologiques, 60% pour les bacs pro. Donc pratiquement, même les baccalauréats professionnels s'inscrivent dans une logique, majoritairement maintenant, de poursuite d'études. Forcément, ça modifie complètement les choses. Alors, ça a entraîné une première conséquence qu'on vit depuis 2 ou 3 ans, c'est-à-dire que le baccalauréat, qui déjà, en fait, n'avait plus le rôle d'articulation avec l'enseignement supérieur dans de nombreux domaines, puisqu'on sait bien que pour les BTS, les IUT, les classes prépa, etc., les inscriptions d'enseignement supérieur ne se faisaient pas d'après les résultats du bac, ils se faisaient sur des dossiers et avant que le bac n'intervienne. Mais on a vu cette logique se généraliser et le dispositif Parcoursup se mettre en place. Alors, on peut penser ce qu'on veut de Parcoursup, c'est évidemment quelque chose de très compliqué à mettre en place, à gérer, etc., mais on ne pouvait pas éviter d'entrer dans cette logique-là, puisque de façon évidente, sauf à se voiler la face, le baccalauréat ne pouvait plus prétendre jouer ce rôle d'articulation avec l'enseignement supérieur, et que ça fonctionnait de plus en plus mal. Donc, inévitablement, on est conduit à une logique où il faut acter le fait que la classe de terminale n'est plus terminale. D'ailleurs, certains, il y a 2 ou 3 ans, avaient proposé de changer son nom. Alors là encore, ça pourrait déstabiliser beaucoup de monde, mais ça serait quand même très logique, parce que la classe terminale n'est plus terminale. Et donc le terme rend très mal compte maintenant de la réalité. Et en fait, il faut qu'on apprenne à penser, et beaucoup de gens y travaillent, une forme de continuum depuis Bac-3 jusqu'à Bac+3, avec tout l'accompagnement que ça suppose, et avec évidemment des très gros chantiers derrière, parce qu'il faut
qu'une culture professionnelle commune entre les lycées et l'enseignement supérieur se reconstruise. Il faut que les parcours des élèves soient balisés, accompagnés, sécurisés, etc. Enfin, on a un chantier considérable autour du bac-3, bac+3, mais de fait, au fur et à mesure qu'on va progresser dans ce domaine, et c'est inscrit dans les tendances sociales de fond, le baccalauréat va peu à peu, allez, je vais jusqu'au bout de ma pensée, devenir à peu près l'équivalent de ce qui est actuellement le brevet des collèges, c'est-à-dire quelque chose qui de fait ne sert plus à rien. Alors il reste plus ou moins quelques éléments de la fonction symbolique. Donc notre ministre est attaché à la philosophie, au grand oral. En effet, ça serait un assez bon compromis, ça, de dire l'essentiel se passe en contrôle continu, ce qui compte, c'est le dossier de Parcoursup, etc. Et on garde quand même un petit quelque chose du symbole, du rite de passage, avec la philo et le grand oral. Enfin bon, je trouve que c'est une réponse, à mes yeux, assez pertinente à la situation. Voilà. Simplement, voilà, ça choque beaucoup de gens parce que ça heurte une représentation symbolique qui continue à exercer ses effets. Vous savez, les représentations symboliques, les croyances que nous partageons tous peu ou prou, c'est un peu comme les étoiles mortes, hein, ça continue à briller longtemps après qu'il n'y a plus rien dans la réalité. Alors, voilà. Avant de vous passer la parole, parce que je pense que ça doit susciter quelques réactions, hein, moi j'avais une question qui sort de l'ouvrage, parce que elle est très immédiate, très actuelle. Mais quel regard vous portez, nourri de toute votre expertise et de votre connaissance du système éducatif, sur la manière dont notre système éducatif sort, et j'espère bien qu'il sort de cette crise sanitaire, et la manière dont il l'a affrontée en France, vis-à-vis des choix qui ont été faits dans d'autres pays aussi. Nous avons choisi d'ouvrir les écoles pour la plus large partie de ce moment de cette crise sanitaire. Quelle analyse vous en faites? Pour être franc, je suis un peu déçu sur notre capacité collective à tirer les leçons de ce qui s'est passé. Je vais vous dire pourquoi, là encore sans langue de bois. Bon, la crise sanitaire qu'on a connue et qui n'est d'ailleurs peut-être pas définitivement terminée a été une épreuve redoutable, évidemment, pour tout le monde. Elle a supposé de la part des acteurs des efforts considérables pour s'adapter à un contexte souvent mal organisé, mal défini, mais il était difficile qu'il en soit autrement. Donc tout ça demande là aussi beaucoup de compréhension et beaucoup d'empathie. Mais cette crise sanitaire aurait peut-être pu être l'occasion de faire bouger des choses, et je crains qu'on n'ait pas tiré le meilleur parti de cette occasion. Elle aurait pu faire bouger les choses de deux manières, et sur deux sujets sensibles. Premier point, qui fait quoi? Et là, je trouve qu'on est resté beaucoup trop dans une logique jacobine, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure. On a attendu de l'État qu'il donne la réponse à tout. On a attendu du ministre de l'Éducation nationale qu'il diffuse en temps utile des protocoles donnant la réponse à tous les cas de figure possibles. Mais c'était impossible. C'était irréalisable. Et donc ça a forcément suscité des mécontentements. Pourquoi n'a-t-on pas beaucoup plus résolument choisi, d'une part, de partager la responsabilité avec les collectivités territoriales, et d'autre part, de donner des marges de liberté et d'initiative beaucoup plus grandes aux acteurs. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a une longue interview du secrétaire général de l'enseignement catholique, qui est assez intéressante à méditer, et qui explique comment l'enseignement catholique a mieux traversé que l'enseignement public la crise. Alors, il faut comprendre son point de vue, hein, son positionnement. Hein, voilà, il n'est pas neutre, évidemment. Hein, mais il met en avant le fait que les établissements privés ont une culture de l'autonomie beaucoup plus poussée que les établissements publics, et que donc ils ont été plus imaginatifs, plus réactifs face aux contraintes qu'imposait la situation. Donc pour ma part, il me semble qu'on a un peu raté une occasion d'utiliser cette crise, d'accompagner cette crise, en encourageant les acteurs et les collectivités territoriales à prendre beaucoup plus de responsabilités, et on aurait pu avoir une posture moins jacobine. Cela dit, c'est facile de dire ça quand on n'est pas en responsabilité, c'est beaucoup plus difficile quand on est aux commandes, ne serait-ce que parce que, sur ce sujet-là,
les réactions des acteurs eux-mêmes sont très ambiguës et très ambivalentes. Quand vous regardez le discours des syndicats d'enseignants, des chefs d'établissement, etc., il y a à la fois un discours qui consiste à dire « mais enfin, nous, on aurait su faire, laissez-nous faire, fichez-nous la paix, arrêtez de faire des protocoles, etc., laissez-nous faire ». Mais il y a aussi le discours inverse, qui consiste à dire « ah, mais on veut des règles, on veut des normes pour que notre responsabilité ne soit pas engagée, pour qu'on soit protégé, etc. » Donc, c'est très ambivalent. Et probablement, nous sommes tous pleins de contradictions sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres. Donc, encore une fois, je me garde bien de juger trop vite, mais je pense tout de même qu'on a perdu une occasion d'aller dans le sens d'une plus grande déconcentration, décentralisation et d'une plus grande autonomie des acteurs. Puis le deuxième point, et là, Marie-Caroline, c'est un sujet que vous connaissez encore infiniment mieux que moi, c'est qu'on s'est embarqué dès le départ dans ces débats sur présentiel, distanciel, etc., ou sur des formes d'enseignement hybrides. Mais au fond, la tendance dominante, et le discours politique national, ça a consisté à dire, dès qu'on aura surmonté la crise, le plus vite possible, on va revenir au fonctionnement antérieur. On va faire comme avant. C'est-à-dire, malgré tout, le modèle idéal, c'est le modèle où les enfants sont toute la semaine dans l'établissement scolaire avec un nombre d'heures qui est un nombre d'heures assez important. Or, ça, je n'en suis pas du tout persuadé. Je suis même, au contraire, complètement convaincu que l'un des grands maux dont souffre notre système éducatif, c'est une organisation du temps d'apprentissage absolument catastrophique. On se polarise sur la question de l'année scolaire, de la durée des vacances, etc. Mais le vrai sujet, c'est l'enveloppe d'heures d'enseignement hebdomadaire imposée aux élèves. Or, qui peut prétendre sérieusement que les horaires imposés au collège, si on compte les options, on tourne facilement à 30 heures, ou au lycée, si on compte les options, on arrive à flirter avec les 40 heures, selon les séries. Qui peut prétendre sérieusement que ces horaires-là sont compatibles avec une réelle vie collégienne ou lycéenne, avec des activités collectives, avec la réflexion personnelle, avec la pratique de violon d'ingres d'hiver ou d'activités extrascolaires pourtant parfaitement souhaitables, etc., etc. C'est évidemment complètement impossible. Et on est enfermé dans cette logique d'une accumulation des heures de cours et des disciplines d'enseignement qui est complètement improductive. Je vous rappelle, parce que souvent on ne le sait pas, là encore les gens disent « ah mais autrefois c'était mieux », etc. Mais au XIXe siècle, et encore dans les premières années du XXe siècle, dans les établissements d'enseignement secondaire, de la 6e jusqu'à la terminale, l'horaire d'enseignement de référence, c'était 20 heures. 20 heures. C'était 5 fois 2 heures. 5 fois 4 heures. 5 fois 4 heures. C'est-à-dire il y avait 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, 5 jours par semaine. Et le reste du temps, c'était des études plus ou moins surveillées, du travail personnel, etc. Et encore, pendant ces heures de cours, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, le rôle du professeur, ça n'était pas de faire cours, comme on le conçoit maintenant. C'était d'organiser et d'accompagner le travail des élèves. Quand j'étais lycéen, alors là encore on est dans des temps fort anciens, il en restait quelque chose. Par exemple, le prof de français passait une partie du cours, quand il rendait les devoirs, à lire en les commentant telle ou telle copie d'élèves, en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Autrement dit, on était dans une logique d'accompagnement plus ou moins encourageant et plus ou moins sévère du travail réalisé par les élèves. On n'était pas dans une logique où l'enseignant délivre un cours. Voyez, ça, c'était le fonctionnement de l'établissement scolaire jusque dans les premières années du XXe siècle. Et ça n'est qu'au fil du XXe siècle, qu'au fil des réformes et au fil du découpage de plus en plus fin des disciplines, chacun voulant avoir sa part du gâteau, qu'on est arrivé à cette forme de surcharge, honnêtement, complètement délirante, qu'on connaît actuellement. Or, là encore, la crise sanitaire, avec l'impossibilité d'avoir la totalité des élèves présents, la totalité de la semaine dans l'établissement scolaire, aurait pu être l'opportunité, non pas de se résigner
à une part de distanciel, par exemple, mais d'imaginer un nouveau modèle pédagogique durable qui fasse une part à une organisation nouvelle du travail des élèves, et on aurait pu rêver à autre chose que de revenir au statu quo ante. Et je suis pas sûr, malgré un certain nombre de tentatives intéressantes et d'expériences intéressantes, mais je suis pas sûr que globalement on ait tiré parti de cette opportunité. Alors, si vous me le permettez, je vais pas abonder dans votre sens, tout à fait, mais moi, il me semble que sur le premier point, et la question est difficile et elle est encore très, très, très vivace et très actuelle, donc c'est toujours difficile d'analyser quand on vit les choses, mais je crois que le système éducatif on a eu beaucoup de chance en France d'avoir ce choix de tenir les écoles ouvertes la majeure partie du temps et de permettre aux enfants d'aller à l'école. C'est peut-être, je le crois vraiment au regard de ce qui peut se passer ce qui a pu se passer dans d'autres pays, parce que les conséquences sociales auraient été absolument dramatiques, voire très difficilement rattrapables sur une génération. Et ça, je crois qu'on le mesure pas assez, parce qu'on est dans un pays qui globalement est pressé de sortir de la crise, et on ne le dit pas assez. Donc je me permets de le souligner, parce que je crois que là-dessus on a eu beaucoup de chance, et ça a demandé un énorme travail des enseignants, des chefs d'établissement, effectivement, avec ce que vous dites, à savoir des consignes, une attente de consignes dans une configuration qui était absolument inédite. Mais ça a été un choix politique fort, et je crois qui marquera, en tout cas qui caractérisera ce qu'a fait la France pour son école à ce moment-là. Et puis sur le deuxième plan, pour contrebalancer ou en tout cas débattre un petit peu, je crois que si effectivement il y a eu cette entrée très directe sur finalement tous les cours vont être en distanciel, avec tout en cascade, la question des équipements, ça marche pas, du rôle des collectivités qui assument et qui ont la main sur ces équipements. Les ENT, les espaces numériques de travail, relèvent des collectivités. Donc on attendait beaucoup de l'État, mais en même temps c'est les collectivités qui avaient la main. Bref, sur le terrain, et là je parle en tant que directrice générale de Réseau Canopé, je crois que ça a vraiment changé le rapport à l'élève, avec des espaces investis différemment. Ça ne s'est pas traduit dans l'organisation, effectivement, pas encore, mais on peut le souhaiter, mais avec une très forte place à l'énergie des acteurs, à l'innovation pédagogique, à travers le caractère très soudain de l'irruption du numérique dans les pratiques pédagogiques. Ça sera très difficile d'en tirer peut-être une réorganisation totale du système, vous avez raison, mais je crois que le rapport à l'élève s'en est trouvé modifié, et les pratiques pédagogiques, en tout cas, c'est un levier pour adapter, pour changer ces pratiques pédagogiques. C'est en tout cas la façon dont on peut analyser ce qu'on a vu, nous, à Réseau Canopé. Mais non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Sur le premier point, qui n'est pas de malentendu, je pense qu'effectivement, garder le contact direct, présentiel entre les enfants et l'école, c'était extrêmement précieux, extrêmement important. Et en effet, les pays qui ont fait le choix de mettre les enfants dans la nature purement et simplement pendant plusieurs mois, c'est absolument catastrophique. Une année, parfois. Catastrophique. Donc là, on est complètement d'accord là-dessus. La seule chose que je dis, c'est qu'on aurait pu peut-être davantage en profiter pour repenser l'articulation entre le temps de travail au sein de l'établissement scolaire, les modalités de travail au sein de l'établissement scolaire, et le travail personnel, les autres activités des élèves, etc. Alors, il y a en effet des expériences extrêmement intéressantes qui se sont développées. Il y a des germes de changements qui apparaissent, et peut-être que les choses vont évoluer dans ce sens-là. Deux exemples de germes de changements qui sont tout à fait intéressants. Je vois que les collègues qui travaillaient autour de ce qu'on appelle, pour aller vite, la classe inversée, ont plutôt mieux tiré leur épingle du jeu de la situation qu'on a connue, parce que précisément, ils avaient anticipé cette réflexion entre ce qui se passe en classe et tout ce qui peut se passer comme travail préparatoire, de recherche, etc., à l'extérieur. Autre exemple, je trouve très intéressante la réflexion qui s'est conduite, alors qui est liée, elle aussi, beaucoup aux effets de la réforme des lycées, sur la notion de professeur principal.
Et le fait que le cadre traditionnel de la classe étant remis en cause par un certain nombre de nouvelles modalités d'organisation, la notion de professeur principal ne pouvait plus fonctionner comme elle fonctionnait traditionnellement. Et donc, un certain nombre d'établissements, de collègues, ont imaginé un système différent où on ne raisonne plus en référence à la classe, mais où un professeur tuteur a la responsabilité d'un certain nombre d'élèves. Et le ministère a d'ailleurs aménagé les textes pour que ce type d'expérience soit possible. Voilà des germes de changement qui sont, je crois, tout à fait intéressants. Mais j'insiste quand même sur le fait que ça ne pourra prospérer que si on maîtrise le nombre d'heures d'enseignement hebdomadaire proposé aux élèves. Et de ce point de vue-là, on a quand même de très mauvaises habitudes en France de charger sans cesse la barque. Regardez le débat actuellement, je pense à mon collègue et ami Pierre Mathieu, là, qui suit la réforme des lycées, avec la pression qui s'exerce au niveau des lycées pour qu'on réintroduise et qu'on valorise davantage l'enseignement des options. Alors, l'idée est généreuse, il faut en effet valoriser un certain nombre d'enseignements et de disciplines qui sont portés par le système optionnel. Simplement, 3 heures plus 3 heures, on va rajouter encore à la barque horaire qui est déjà considérablement chargée. Donc on a quand même une difficulté en France de ce côté-là, qui est un frein terrible, me semble-t-il, au développement de qualité et de compétences qu'on voudrait pourtant voir se développer chez les élèves pour les préparer à l'enseignement supérieur, capacité de travail autonome, capacité d'initiative, capacité de travail en commun, capacité à diversifier leurs activités dans le domaine culturel ou sportif, etc., etc. Alors ça pose en miroir la question du corps enseignant, alors qui est un chapitre aussi très, très intéressant dans votre ouvrage. Je m'arrête sur le titre, le corps enseignant, le temps des doutes, parce que si on s'interroge effectivement sur le volume horaire des enseignements, en miroir, on questionne la répartition et la charge du travail de l'enseignant, en tout cas la manière dont elle est conçue. On tire le fil, on arrive sur le recrutement et sur les corps. Le corps enseignant. Et vous vous interrogez dans l'ouvrage en disant est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers une nouvelle professionnalité enseignante et ça, je trouve que la réflexion est très stimulante, partant du constat qu'effectivement il y a un manque et on va aller vers un besoin criant de recrutement des enseignants et que de fait la prise en compte de la diversité de ce besoin et de la diversité des individus à l'intérieur de ce même corps mérite d'être questionnée. Je veux bien que vous y reveniez parce que c'est extrêmement c'est un sujet pertinent. là aussi très très sensible et qui évidemment là interroge chacune d'entre nous et c'est un sujet qui porte en effet un imaginaire collectif là encore très très puissant. J'ai toujours été un peu perplexe devant justement cette expression de corps enseignant qu'on utilise habituellement parce que ça dit beaucoup de choses cette expression qu'on utilise sans plus trop penser à ce qu'elle signifie. En fait, si nous appartenons à un corps enseignant, là encore, c'est un choix napoléonien. C'est parce que contre l'avis de Condorcet, par exemple, qui mettait en garde contre la notion de corps au sens corporation. La Révolution française, c'est la loi Le Chapelier, c'est la dissolution des corporations. Donc Condorcet, comme beaucoup de révolutionnaires, se méfiait beaucoup des corporations. Et en particulier, il disait, si on fait une corporation enseignante, on pourra toujours la suspecter de préférer les intérêts du corps à ceux des élèves. Voilà, je vous laisse méditer sur le sujet. Et à l'inverse de la position de Condorcet, Napoléon a voulu construire un corps enseignant, instrument, bras armé de l'État, exactement sur le modèle des grands ordres religieux, des congrégations religieuses, avec un grand maître, et avec cette idée qui vient des ordres religieux que, soutane ou robe de bure mise à part, tout le monde, au sein du corps, est supposé être identique à tous les autres et interchangeable avec les autres. Voilà. Alors, ça a fonctionné d'une certaine manière pendant toute cette phase, cette période du 19e siècle, où il fallait que l'État affirme la prise en main du monde enseignant par rapport à l'Église, et donc construise cette armée, selon la formule célèbre de hussards noirs, qui étaient les maîtres d'école. Le problème, c'est que cette conception d'un corps enseignant où tout le monde est équivalent à tout le monde est interchangeable. Un professeur peut être remplacé par un autre de la même discipline sans problème, etc.
Cette conception, elle ne fonctionne plus, soyons francs, à l'époque de la massification. Ça pouvait marcher à une certaine échelle, à l'époque que nous connaissons actuellement, et avec les grands nombres que nous avons à recruter et à gérer, ça ne fonctionne plus. Et il y a quelque chose de complètement artificiel à prétendre que tout enseignant est équivalent à un autre enseignant, etc. Ça n'est pas vrai. Et c'est pas un drame. Mais les enseignants ont leur profil, leur personnalité, leurs conditions familiales, et n'ont pas forcément envie d'exercer le métier tous exactement de la même façon. Quand j'étais recteur de l'Académie de Versailles, que je rencontrais en début d'année les jeunes enseignants qui arrivaient dans l'académie, j'ai toujours été frappé par le fait que, comme un certain nombre d'autres académies déficitaires, les jeunes enseignants qui arrivaient provenaient souvent de province. Et donc, je voyais arriver dans l'académie des jeunes femmes, souvent des jeunes femmes, dans l'enseignement, qui venaient du sud de la France, qui avaient laissé là-bas un petit ami ou un mari, des enfants, etc., et qui se retrouvaient dans une ZEP de l'Académie de Versailles. Et évidemment, et comment ne pas les comprendre, elles avaient une première préoccupation qui était de pouvoir repartir le plus vite possible, rejoindre leurs attaches familiales dans le sud de la France, et on pouvait difficilement leur demander de faire plus qu'un nombre d'heures soigneusement calculé et de s'investir dans des activités de pilotage de l'établissement, des activités extrascolaires, etc. C'est un certain profil d'enseignant par la force des choses. Et c'est parfaitement respectable. Et les mêmes, d'ailleurs, peut-être 10 ans ou 15 ans après, elles seront prêtes à fonctionner autrement, à s'investir davantage, etc. Bon. À côté de ça, vous avez d'autres enseignants qui, pour d'autres raisons, également tout à fait respectables, sont prêts à s'engager davantage, à passer davantage de temps, à prendre des responsabilités, etc. Autrement dit, l'idée que tout le monde devrait fonctionner exactement de la même façon me paraît, soyons francs, absurde. Et je ne comprends pas pourquoi on ne réfléchit pas à des façons diverses d'exercer le métier d'enseignant, toutes également respectables. Le travail de l'établissement et des chefs d'établissement étant d'essayer de mettre tout ça en synergie et d'avoir un ensemble efficace à partir de personnalités diverses qui, encore une fois, pour des raisons complètement compréhensibles, peuvent avoir envie d'exercer un peu différemment leur métier. Or, toutes les études sociologiques, il en est paru encore une il y a quelques mois qui est extrêmement intéressante, montre que le corps enseignant, de fait, est maintenant extraordinairement diversifié. Il fut un temps où il avait une forte cohérence sociale. C'était les mêmes milieux sociaux, c'était en gros l'élite des milieux populaires, voire des classes moyennes. C'était des gens qui avaient une forte culture d'appartenance à une collectivité et à qui donc la notion de corps ne posait pas trop de problèmes. Ils vivaient ensemble, ils se mariaient ensemble, ils adultéraient ensemble, ils adhéraient à la même mutuelle automobile, ils faisaient ensemble leurs courses à la Camif, ils avaient la même banque, etc., etc. Mais ça, c'est fini. Toutes les études nous montrent que depuis les conséquences de la massification de l'enseignement de second degré notamment, ça n'est plus vrai. Et qu'on a maintenant des gens qui sont extrêmement divers. Et donc, voilà, je crois que la notion de corps enseignant est périmée, comme beaucoup de notions qui sont liées à la construction de la fonction publique en France, et qu'il est temps de penser à autre chose, avec plus de souplesse dans la gestion et dans l'accompagnement, dans la formation, parce que tous n'ont pas non plus le même acquis initial. Il faut arriver à gérer un petit peu cette diversité. Alors, voilà, quand je dis ça, évidemment, ça pose beaucoup de problèmes, parce qu'il y a une certaine culture, des statuts, des corps, des concours de recrutement. Bon, par exemple, je vais mettre les pieds dans le plat, là aussi, je ne comprends pas pourquoi on continue à faire des concours de recrutement. Parce que ça dépense une énergie folle pour les membres du jury et pour les candidats, beaucoup d'argent, etc. Et ça ne sert rigoureusement à rien, puisque dans un certain nombre de disciplines, et pas des moindres, il y a plus de places au concours que de candidats qui se présentent. Donc à quoi ça sert? Un concours, c'est fait pour sélectionner les meilleurs quand on a un petit nombre de postes par rapport à un grand nombre de candidats. Et à ce moment-là, on peut dire c'est un gage d'équité, etc. Mais quand c'est l'inverse, et quand de fait, on manque de profs, le concours ne sert plus à rien. Je raconte encore une anecdote personnelle, vous m'arrêterez, Marie-Caroline, si je suis trop long, mais
Quand j'étais directeur de Versailles Académie, qui, comme un certain nombre d'autres, Créteil, Lille, etc., manque terriblement d'enseignants, y compris dans le premier degré. Qu'est-ce qu'on faisait avec les services au mois de juillet? On prenait les listings des candidats qui avaient raté le CAPES ou le CRPE, et on leur écrivait pour leur dire, est-ce que par hasard, vous ne voudriez pas devenir enseignant, comme contractuel? Non, qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? À la rentrée, on a besoin de vous. Quand même difficile de faire plus absurde. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne tirerait pas les leçons de ça en remplaçant un système qui, de façon évidente, ne marche pas par un système plus individualisé, tenant compte à la fois davantage des besoins des établissements et des profils des personnes, qu'on gérerait plus souplement et surtout où on consacrerait peut-être un peu moins d'efforts à des procédures de recrutement obsolètes et un peu plus à un accompagnement en termes de formation, d'outillage pédagogique, etc., des enseignants que l'on recrute. Voilà. Mais je reconnais que tout ça est un peu déstabilisant par rapport à des siècles d'habitude. Bien, écoutez, merci. On a dépassé l'horaire. Je vous propose de libérer Alain Boissineau, surtout de le remercier. Je pense qu'on peut même l'applaudir pour son... Merci à tous et bon courage. Merci beaucoup.